Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. Allez, c'est parti pour le grand référendum de ce lundi 8 mai en direct sur Sud Radio avec Philippe David et ses invités jusqu'à 11h. Voici la question du jour législative. Êtes-vous prêt à donner une majorité à Macron ? Vous nous le dites au 0826 300 300. Vous avez la parole et vous la prenez, bien sûr. Vous laissez aussi des commentaires sur sudradio.fr. Ite missa est. La messe est dite avec Emmanuel Macron, élu. On est de retour 40 ans en arrière avec un président de 39 ans, 9 ans plus jeune que Valéry Giscard d'Estaing. Second clin d'œil au giscardisme, Macron a été élu par 2 Français sur 3. 2 Français sur 3, c'était d'ailleurs le titre d'un livre de Valéry Giscard d'Estaing appelant à réunir 2 Français sur 3 autour d'un projet politique. Un président jeune peut être un atout, c'est en effet VGE qui a fait des réformes comme la loi Veil ou la majorité à 18 ans. Ça peut aussi être un inconvénient du fait du manque d'expérience. Après avoir assisté à la disparition des 2 partis qui dirigent la France dès le premier tour depuis 40 ans, dès le premier tour, il est certain qu'on va assister à une grande recomposition politique et ce, dès les jours à venir puisque se profilent les élections législatives qui auront lieu les 11 et 18 juin prochains. Du résultat de ces élections dépendra la majorité sur laquelle devra s'appuyer Emmanuel Macron pour mener sa politique législative. Êtes-vous prêt à donner une majorité à Emmanuel Macron ? C'est la question du grand référendum du jour sur Sud Radio. Vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0826 300 300 et voter sur sudradio.fr, Facebook et Twitter. Avec nous, Frédéric Sinclair, analyste en stratégie et en communication politique, auteur de l'essai La refondition de la droite, publié chez Salvatore. Bonjour. Bonjour. Guillaume Bernard, docteur en histoire des institutions et des idées politiques, auteur de l'essai La garde droite aura bien lieu, publié chez Desley de Brouwer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio également. Alors on va commencer avec vous à ma gauche, Frédéric Sinclair. Est-ce que ce score est décevant ou encourageant pour Emmanuel Macron ? Écoutez, j'aurais tendance à dire ni l'un ni l'autre. Je crois que les face-à-face avec le Front National biaisent la perception qu'on peut en avoir. À la fois, on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas un 82% comme en 2002. Exactement. Parce que le Front républicain est mort et puis en même temps le Front national de Marine Le Pen n'était plus celui de Jean-Marie Le Pen. Même si sur ce point-là, peut-être il y en a un certain nombre qui ne me suivront pas, mais je crois qu'il y a vraiment une transformation. Donc, on ne pouvait pas avoir un score aussi fort. En revanche, 66% après le débat lamentable auquel on a assisté. Je rappelle que Marine Le Pen était à 41% avant le débat. C'est ça. Et elle est descendue à 34. À 34, donc il y a eu une grosse chute. Donc c'est quelque chose de, j'allais dire, plutôt pas mal, plutôt encourageant. Après, c'est pas avec un score de deuxième tour qu'on gouverne la France pendant 5 ans. C'est-à-dire que les enjeux sont ailleurs. Vous l'avez mentionné, la législative arrive. Guillaume Bernard, est-ce que ce score est décevant ou encourageant ? Je crois ce score est essentiellement le résultat, je dirais, d'une contre-performance de Marine Le Pen, on vient de l'évoquer, plus que d'une méga performance d'Emmanuel Macron. Exactement, parce que il y a évidemment 66-34, mais il y a aussi 27% d'abstention et 8,5% de bulletins blancs et nuls. Alors, 2-3 mots, je dirais, d'histoire électorale. La seule fois où on a eu une augmentation de l'abstention entre le premier et le deuxième tour, c'est 1969, c'est-à-dire l'opposition entre Georges Pompidou et Alain Poher, c'est-à-dire une élection où il n'y avait pas véritablement d'enjeu. 31% c'était l'équivalent d'un deuxième tour RPR-UDF. Exactement. Et donc par conséquent, on avait peu d'enjeux, la gauche se démobilise, 31% d'abstention. En règle générale, on a entre 15 et 20% d'abstention au deuxième tour de la présidentielle. 27%, c'est quasiment 10 points de plus que la moyenne, je dirais, de l'abstention. Donc ça veut dire qu'il y a incontestablement, je dirais, des Français qui n'ont pas voulu choisir. Et puis 8,5%, je dirais, de bulletins blancs et nuls. Ça veut dire que c'est le double de 2012 et c'est le triple de ce qu'il y a en moyenne. Donc là, il est évident qu'il y a un tiers des Français qui n'ont pas voulu se prononcer, soit parce que c'est l'abstention, soit parce que c'est des bulletins blancs et nuls. Donc ça veut dire que Emmanuel Macron est dans le fond élu parce qu'il était face à Marine Le Pen et pas parce que Emmanuel Macron a été choisi. Il faut pas oublier les résultats du premier tour. Les 2 finalistes faisaient moins de 25%, tous les deux, pas tous les deux ensemble, mais chacun d'eux a fait moins de 25%, et donc on ne peut pas oublier ce score-là du premier tour pour, je dirais, imaginer qu'il y a une carte blanche donnée à Emmanuel Macron.
Oui, on va filer au standard au 0826 300 300 parce qu'on a Janine qui est à peine après avoir entendu votre introduction. Philippe a déjà décroché sur téléphone et composé le 0826 300 300. Elle a bien raison pour donner son avis. Et elle, apparemment, elle est contre la majorité. Janine qui vient de Paris. Bonjour Janine. Bonjour Janine. Bonjour à tous. Alors, je voudrais vous donner une analyse sur ce qui s'est passé hier. Logiquement, quand un président est élu, les Français lui donnent une majorité pour gouverner. Si au deuxième tour, puisque le premier tour a le 11 juin, le deuxième tour a lieu le 18 juin des législatives, il obtient une majorité, que va-t-il faire? Il va faire ce qu'on appelle une grande coalition à l'allemande. C'est-à-dire que son objectif, c'est d'unir les valsistes du PS, son parti En Marche, les centristes de Bayrou et une partie des républicains qui lui sont favorables. Ça Les jupéistes, par exemple. Oui, les jupéistes. Une grande coalition à l'allemande. Pour mener quelle politique? Là, je voudrais vous expliquer, il faudrait surtout que, au-delà de vous dans le studio, tous les gens qui vous écoutent bien quel est l'objectif de M. Macron. M. Macron, par exemple, veut supprimer la taxe d'habitation. Alors évidemment, les gens qui ont voté, ils se disent chic, alors on va économiser de l'argent, on aura du pouvoir d'achat en plus. Mais ce que ne dit pas M. Macron, c'est que la taxe d'habitation, ça sert à financer les communes et les départements. Et M. Macron, il a pour objectif de supprimer les départements et les communes. Il y a 36 600 communes en France, il veut les réduire entre 5 et 10 000, comme c'est dans le cas dans tous les pays de l'Union européenne, sauf la France. Donc, c'est vrai. Voilà, ça c'est ça l'objectif réel. Il veut seulement garder les régions et l'État, et c'est ce qu'il cherche. Ensuite, ce qui va se passer s'il obtient une majorité, je vais vous l'expliquer. Je ne souhaite pas qu'il obtienne, mais malheureusement je crains qu'il obtienne une majorité, par automatisme, par réflexe de vote. Écoutez bien ce qui va se passer. Il va gouverner par ordonnance. Quand l'Assemblée va être convoquée début juillet, il y aura son discours de politique générale. Lorsque les gens... Enfin, non, celui du Premier ministre. Oui, celui du Premier ministre. Pardon, oui, celui du Premier oui. ministre. Bon, il y aura ses orientations générales. Quand les gens en juillet-août seront en vacances, j'insiste bien là-dessus, et qu'il ne peut pas y avoir de manifestations dans les rues à cause de ça. Il va gouverner par ordonnance. C'est-à-dire qu'il va supprimer le Code du travail. Il va supprimer, comme je viens de vous le dire, probablement les départements et regrouper les communes. Il va transférer, augmenter la CSG, supprimer tous les régimes spéciaux de retraite et faire un régime universel par points, ce qui fait que les gens, pas les gens comme moi qui sont déjà à la retraite, mais les gens qui seront à la retraite dans 10 ans, au-delà de 5 ans, ils vont subir ça. C'est-à-dire que pour avoir une retraite pleine, il faudra payer des points et les gens auront une retraite suffisante pour vivre qu'en travaillant au moins jusqu'à 67 ans. Ils auront le droit de prendre leur retraite avant 60 ans, mais comme ils toucheront 50 € par mois, ils ne pourront pas le faire. Donc en réalité, c'est fait pour que les gens prennent leur retraite le plus tard possible et pour faire des économies sur les régimes de retraite avantagés. C'est-à-dire que son programme, c'est de supprimer tous les acquis du Conseil national de la résistance de 1945 et faire ce que l'Union européenne et le MEDEF, je dis bien le MEDEF, pas le patronat des PME, de l'UPA et de la CGPME, le MEDEF, c'est-à-dire le patronat des grandes multinationales, veut faire. Quand les gens vont rentrer de vacances en septembre et qu'ils vont se rendre compte, y compris ces électeurs, de la nature réelle de son programme, ils vont être KO debout et le troisième tour se passera dans la rue, c'est-à-dire qu'il y aura des manifestations de masse. Seulement, comme il aura la majorité, il va appliquer son programme comme l'a fait Sarkozy au moment des retraites et autres. Il ne tiendra aucun compte, y compris des gens qui ont voté pour lui par nécessité pour empêcher Marine Le Pen. Janine, excusez-moi, le principe de la démocratie représentative, c'est que ce soit les élus du peuple qui votent la loi et peu importe la rue, hein. Bien sûr. C'est pour ça que je voudrais demander aux gens qui vont voter au moment des législatives de ne pas donner de voix au parti pour qu'il ne puisse pas appliquer son programme. C'est-à-dire que les gens doivent voter soit pour les partisans de Mélenchon, soit pour des partis plus à gauche, soit pour la gauche socialiste, soit éventuellement pour Debout la France, voire même pour ceux qui le souhaitent, le Front National, pour l'obliger d'avoir un gouvernement de cohabitation contraire à sa politique libérale, qu'il soit obligé de nommer un gouvernement contre Janine, il faut que je fasse réagir nos invités parce qu'on va devoir faire une pause. Guillaume Bernard, vous entendez Janine qui dit qu'il ne faut pas donner de majorité à Macron. C'est quand même un peu dangereux parce qu'un pays ingouvernable, c'est quand même pas le top.
Oui, c'est certain. Alors moi, si vous voulez, je prends pas position sur les questions de faut-il ou ne faut-il pas. En revanche, du point de vue de la science politique, on sait bien qu'il y a en règle générale un phénomène majoritaire qui fait que, et ça a été évoqué par notre auditrice, depuis 2002, le président, même auparavant, c'est-à-dire le fait que le président de la République élu a une majorité parlementaire. Tout le problème depuis 2002, parce que c'est la première fois où ça s'est suivi à un mois d'écart. Voilà, exactement. Oui, Après mais on est d'accord. Oui, mais en 81 et en 88, Mitterrand qui venait d'être élu avait dissous. Donc il y a le phénomène majoritaire. La seule chose, c'est que jusqu'à présent, ce phénomène majoritaire fonctionnait sur la base d'un parti politique avec des réseaux locaux, avec des élus locaux qui, servaient de courroie de transmission pour permettre effectivement au président de la République d'avoir une majorité parlementaire. Là, effectivement, c'est un parti neuf, c'est un parti qui réalise, et ça a été dit aussi par notre auditrice, elle a parfaitement raison, une grande coalition droite-gauche, libérale, libertaire, et donc par conséquent, il y a une ambiguïté. On sait aussi qu'il y a, 3 grands blocs idéologiques, un bloc de gauche mélenchoniste, un bloc libéral centriste, un bloc de droite, mais qui est divisé, parce que la césure passe au sein de LR, et donc par conséquent, effectivement, il va y avoir sans doute des triangulaires, et est-ce qu'Emmanuel Macron aura en soi une majorité à lui tout seul ou est-ce qu'il devra faire une coalition? Ça, effectivement, c'est toute l'ambiguïté. Frédéric Sinclair, c'est pas un peu risqué ce que dit Jeanine de ne pas lui donner une majorité parce qu'un pays ingouvernable, c'est quand même pas terrible? Je crois que les auditeurs ont bien entendu la position de Jeanine, c'est une position extrêmement sociale, qui est effectivement déçue par manifestement la dérive social-libérale du quinquennat Hollande, et donc elle s'insurge naturellement contre un nouveau président élu qui tendrait à déconstruire une partie des acquis sociaux, et donc finalement elle dit il ne faut pas lui permettre de gouverner, sauf que c'est le président élu. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un taux d'abstention qui est important. Effectivement... Record. Absolument, record. Effectivement, il n'y a pas eu des scores au premier tour qui étaient flambants et il y a une quadripartition de la scène politique française qui est une nouveauté par rapport aux années précédentes. En revanche, Raymond Aron disait très justement que quand il a commencé à se poser la question du commentaire politique et de la pensée politique, en même temps, il a engagé avec lui une forme de responsabilité, c'est-à-dire que commenter la politique, ça nécessite de se mettre à la place de celui qui gouverne. On a le droit d'être en désaccord avec les lois ou les projets de loi. En revanche, il faut quand même comprendre que une instabilité politique en France, c'est-à-dire une incapacité, comme on l'a vécu sous la 4ème République, une incapacité à maintenir suffisamment longtemps un gouvernement à la tête du pays pour mettre en place une politique, ça ne va pas profiter à la France. C'est-à-dire qu'en réalité, la mécanique institutionnelle nécessite une majorité ou alors une proximité dans les opinions pour que la force de gouverner soit malgré tout sensible. Allez, vous restez avec nous. Philippe David pose cette question législative. Êtes-vous prêt à donner une majorité à Macron? Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Vous connaissez ce numéro par cœur maintenant. Vous pouvez aussi voter sur sudradio.fr, commenter sur Twitter et Facebook. Et surtout, vous nous écoutez et vous restez avec nous. À tout de suite. Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. Le grand référendum sur Sud Radio avec Philippe David et ses invités, c'est jusqu'à 11h chaque jour. Voici la question de ce lundi 8 mai, législative. Êtes-vous prêt à donner une majorité à Emmanuel Macron, notre nouveau président? Vous nous le dites au 0826 300 300. Vous laissez aussi des commentaires sur sudradio.fr. Et sur sudradio.fr surtout, vous votez et vous êtes 85% à dire non, je ne suis pas prêt à donner une majorité à Emmanuel Macron. Avec des commentaires en effet, celui de Stéphie par exemple qui nous signale « Je suis surtout soulagé de ne pas avoir le FN au pouvoir, mais maintenant je ne vais vraiment pas donner une majorité à Emmanuel Macron. » Et il répète vraiment, elle d'ailleurs, vraiment pas. Voilà. On file au standard, Philippe? Oh, mais bien sûr. Alors on va au 0826 300 300 et on accueille Mathieu qui nous appelle de l'Aude. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Moi je réagissais par rapport au début du débat de savoir est-ce qu'on doit donner une majorité à Macron. Et vous avez dit, sachant que 2 Français sur 3 ont voté pour lui, et moi je voulais quand même corriger ça, parce que on peut pas dire, c'est pas la vérité, que 2 Français sur 3 ont voté pour lui, parce que... Sur les suffrages exprimés, si. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que quand on prend vraiment les électeurs, il y a que 4 électeurs sur 10 qui ont voté pour Macron. Donc déjà, il
4 électeurs sur 10, c'est pas la moitié. Donc, 43% exactement. Ouais, et ça, ce sont que les électeurs. Donc, parce qu'il y a aussi beaucoup de Français qui sont pas électeurs. Et qui ne sont c'est pas des inscrits sur Français la liste aussi. électorale, à peu près 3 millions. Voilà. Donc déjà, il n'y a pas 2 Français sur 3 qui ont voté pour lui, il n'y a que 4 électeurs sur 10. Et tous les Français ne sont pas électeurs. Et ensuite, si on regarde, moi j'ai juste tapé sur Google, j'ai pas fait de recherche, mais 43% de ces électeurs ont voté pour faire barrage à Le Pen. Donc ils n'ont pas voté pour le projet Macron. Donc 43% de ces 4 Français, de ces 4 électeurs sur 10 ont voté contre Le Pen. Donc ça lui fait plus une majorité que de 2 électeurs et demi sur 10. Donc ce monsieur Macron, il est président, c'est notre président, et il est issu d'un processus démocratique. On en pense ce qu'on en pense de ce processus, mais c'est la réalité, donc on l'accepte, c'est notre président. Mais de là à lui donner la majorité, alors qu'il a à peine peut-être 20 ou 25% des électeurs ou des Français qui ont vraiment voté pour son programme, on ne peut pas en effet lui donner une majorité s'il n'y a que 1 sur 4 qui en fait a voté pour ses idées et son programme, et on ne va pas le laisser mettre en œuvre son programme alors qu'il n'y a qu'un Français peut-être sur 4 qui finalement l'a choisi vraiment comme président. Alors, mais la réalité des chiffres quand même, je trouve que c'est important de donner des chiffres qui soient quand même le plus proche possible de la réalité. Quoi. Mais tout à fait, vous avez tout à fait raison, Mathieu. Frédéric Sinclair veut réagir. Frédéric Sinclair, auteur de La refondation de la droite, publié chez Salvatore. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que les 2 positionnements qu'on a entendus coup sur coup, Jeannine et Mathieu, globalement partent du même principe. Il y a du même constat. Exactement. Il n'y a pas de légitimité aujourd'hui pleine et entière pour le président élu. Effectivement, il y a une légalité, mais il n'y a pas de légitimité. Sauf que l'appel à ne pas donner de majorité, alors encore une fois, ces appels-là sont factices, c'est-à-dire que chaque Français décide pour lui-même au moment où va mettre le bulletin dans l'urne. On est bien d'accord, simplement, on exprime une opinion et toutes les opinions, en revanche, sont les bienvenues. Et ces opinions-là manifestent simplement quelque chose d'étrange parce que, effectivement, le score de M. Macron n'est pas exceptionnel, mais c'est quand même le meilleur de tous les scores. C'est-à-dire que la droite de François Fillon, l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon, l'extrême droite de Marine Le Pen ont fait des scores encore moins, donc ils sont encore moins légitimes qu'Emmanuel Macron. Donc dans ce cas-là, si on ne donne pas de majorité à Macron, on la donne à qui ? Et pour vous, Guillaume Bernard, vous êtes l'auteur de La guerre à droite aura bien lieu, publié chez Desley de Brouwer. Qu'est-ce que vous répondez à Mathieu ? Alors, sur le fait, c'est une excellente remarque. Simplement, il faut effectivement regarder mais nous les avons d'excellents auditeurs. Mais naturellement, ça, j'en suis absolument conscient et convaincu. Simplement, il faut voir que ces 43%, je dirais, d'inscrits qui ont voté pour Emmanuel Macron, eh bien, c'est à peu près le score que font tous les présidents de la République qui ont été élus. Le seul qui a été élu, je dirais, avec une majorité des inscrits, c'est Jacques Chirac en 2002, lorsqu'il fait 82%. C'était un référendum anti-Le Pen. Et donc, évidemment. Et donc, si vous voulez, on se retrouve à peu près dans la même situation lorsque l'on compare les résultats des, par exemple, Nicolas Sarkozy, en 2007, est élu avec 53% des suffrages exprimés qui représentent 43% des inscrits. Donc il n'y a rien de nouveau. Simplement là, ce qui est nouveau, et ça a été dit, je ne sais plus par qui, mais c'est parfaitement exact, c'est une contre-performance de Marine Le Pen qui explique le très haut score d'Emmanuel Macron. C'est le fait que c'est parce qu'il était face à Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron est élu avec 66%, et donc on est dans une situation où il n'y a pas véritablement d'adhésion à Emmanuel Macron, avec ce qu'a dit notre première auditrice, le fait que beaucoup de gens n'ont sans doute pas lu la totalité du programme. Ce que je constate, c'est qu'on se retrouve dans une situation où l'on a un centre libéral, libertaire, qui est effectivement légalement majoritaire à la présidentielle, on verra bien aux législatives, et de l'autre côté, 2 oppositions, 2 camps, un camp de droite, un camp de gauche, qui ne sont pas capables de gouverner ensemble, mais qui sont en fait, eux, majoritaires. Allez, vous écoutez le grand référendum avec Philippe David qui vous pose la question législative. Êtes-vous prêt à donner une majorité à Macron ? Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David.
Merci d'écouter le grand référendum jusqu'à 11h sur Sud Radio en direct avec Philippe David, ses invités et vous aussi puisque vous participez et vous répondez à cette question législative. Êtes-vous prêt à donner une majorité à Emmanuel Macron? Vous manifestez, vous prenez la parole au 0826 300 300 et sur sudradio.fr si vous voulez laisser des commentaires. Tout à fait, et vous votez toujours, et pour le moment à 86% non. Vous n'êtes pas prêt à donner une majorité à Emmanuel Macron, avec des commentaires, celui de Pierre Morier sur Twitter qui nous dit: je suis impatient de voir le score de Christian Estrosi au prochain scrutin. Christian, il met le hashtag félon contentionniste. Voilà, c'est parce que évidemment on rappelle, Christian Estrosi c'est celui qui a fait des appels du pied très tôt à Emmanuel Macron, donc pour rallier En Marche. Et qui est président de la région PACA et qui a été maire de Nice sous l'étiquette, qui était d'ailleurs à la droite des Républicains. Avant, oui, c'est ça. Avant qu'il ne soit contentionniste. Et puis, on passe au standard et on accueille Daniel qui nous appelle de Marseille. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Alors, avant de répondre à votre référendum, j'aimerais que vous me donniez quelques réponses à des questions que je me pose depuis longtemps. Une, la France a-t-elle besoin de réformes? Bon. Les régimes de retraite, à votre avis, sont-ils justes? Est-il normal qu'on ait 2 milliards de dettes et un tel taux de chômage? Monsieur Mélenchon sait-il d'où vient l'argent que l'État distribue? Quand vous me répondez tout ça, je pourrai répondre à votre référendum. Alors, première question, on va faire répondre... Vous voulez que je réponde aussi, tant qu'on y est, Daniel? Pardon? Je vais faire répondre nos invités plutôt que moi. Allez, Frédéric Sinclair, première question. La France a-t-elle besoin de réformes? Restez avec nous, Daniel. La France a-t-elle besoin de réformes? Alors écoutez, je pense que à peu près tous les Français vont répondre oui. C'est sur quelle réforme que ça risque de tirailler un peu. Et pour vous, Guillaume Bernard, la France a-t-elle besoin de réformes? Pas mieux, c'est exactement ça. Bien sûr, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut réformer, mais que faire? Daniel, comme on est un jour férié, je vais me mouiller, je le fais que d'un seul contre tous. Oui, la France a besoin de réformes. La deuxième question, c'était avec 2000 milliards de dettes, vous pouvez la répéter? Alors, d'abord, les régimes de retraite sont-ils justes? Guillaume Bernard? Non, je crois qu'effectivement les principes de la retraite, enfin en tout cas de la sécurité sociale telle qu'elle a été mise en place à la Libération, sur la base d'ailleurs, il faut le dire, d'un système qui avait été mis en place par Vichy, a été complètement déformé, en particulier par les régimes spéciaux. Notamment la SNCF, etc. Exactement. Voilà. Et pour vous, Frédéric Sinclair? Attendez, Frédéric Sinclair vous a pas répondu, alors laissez-le. Je crois que je vais pas dire mieux. Je pense qu'effectivement, il y a des tensions au niveau des retraites. Il y a des retraites qui sont beaucoup trop basses. Il y en a qui semblent, notamment les agriculteurs, par exemple. Il y en a qui semblent effectivement avec les régimes spéciaux injustes au regard de ce que vivent une autre partie des Français. Bon, après, la question de la justice, elle est quand même sujette à caution. Alors, pardonnez-moi, juste un tout petit mot, parce que c'est quand même important. Le problème des régimes spéciaux, c'est pas tellement qu'il y ait des régimes spéciaux, c'est le fait qu'ils sont déficitaires et renfloués par le régime général. C'est là où effectivement il y a quelque chose d'étrange. Voilà. Daniel, avons-nous répondu à vos questions? Ah là, c'est bien. Et maintenant, à propos de la dette de 2 milliards. Non, c'est 2200, c'est 2200, enfin, c'est même plus du double. Et tel taux de chômage, est-ce que c'est normal, à votre avis? Alors, non, mais ça, personne ne peut dire qu'évidemment, 2000 milliards de dettes non, mais la réalité, alors, c'est le double pour... Attendez, Daniel. Attendez, Daniel, faut bien que... Faut bien que nos invités vous répondent, ma chère Daniel. Il y a ça, et puis n'oublions pas qu'effectivement, il y a 800 milliards qu'il faut ajouter, parce que c'est tout simplement la rémunération des fonctionnaires, puisque il y a une ambiguïté sur la question des retraites, et c'est vraiment fondamental, hein, et aucun des hommes politiques n'a voulu en parler de manière claire. On sait bien qu'il n'y a pas de retraite des agents publics. En fait, les agents publics sont payés à vie avec un taux en activité plus élevé que évidemment lorsqu'ils sont entre guillemets à la retraite, et ils sont payés non pas par le budget de la sécurité sociale, mais ils sont payés par le budget de l'État. Donc aux 2200 milliards, il faut ajouter les 800 milliards, je dirais, qui sont prévus pour tout simplement rémunérer en fonction de l'espérance de vie envisageable des agents publics, eh bien leur pension jusqu'à la fin de leur vie. Plus le recyclage des centrales nucléaires qui va coûter quand même beaucoup d'argent également. Voilà. Frédéric Sinclair. Oui, la question de la dette, elle est liée de façon directe à nos dépenses sociales. On peut imaginer que si les 40 dernières années, on n'avait, pour ainsi dire, pas payé de retraite, si on n'avait pas laissé les dépenses publiques filer
à cette vitesse-là, on n'aurait pas une dette aussi grande. Simplement, il faut bien comprendre aussi que le déremboursement des médicaments, on est contre. La réduction du montant des retraites, on est contre. La réduction du niveau de rémunération pour le chômage, on est contre. Donc, on est bien content de profiter de notre système. Ce système coûte cher. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour l'équilibrer et pour essayer de faire en sorte que ça croisse pas encore, enfin, ça s'aggrave pas encore davantage. D'où derrière la question de la démographie qui est absolument fondamentale. Merci beaucoup Daniel de Marseille. Vous avez eu 3 questions pour le prix d'une. Ma chère Daniel, on retourne au 0826 300 300. Clémence. Oui, on retourne au 0826 300 300, pardon, je me répète, pour accueillir François, un petit bug. Le numéro n'a pas changé entre-temps. Pour accueillir, décidément, François qui nous appelle des Landes. Bonjour François. Bonjour François. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. De tout ce que j'ai entendu, je ne suis pas dans la même tonalité que vous, dans le sens où je n'interprète pas le vote de ce dimanche comme vous. Le vote de ce dimanche, c'est surtout un vote anti et un vote rejet, comme en 2002 du clan Le Pen. Ils se sont retrouvés derrière Emmanuel Macron, celles et ceux qui étaient plutôt pour aller de l'avant, c'est pas parce que le mouvement s'appelle En Marche, mais c'était plutôt pour aller de l'avant, plutôt que de mettre le frein à main. Soyons clairs. Refaisons un petit peu d'histoire sur la Ve République. Que s'est-il passé en 2002 ? En 2002, Jacques Chirac est élu avec 82%. Il va, excusez-moi le mot, mais connement aller place de la Bastille dire « Je vous ai compris, mais il n'a rien compris ». C'était place de la République. C'était place de la République. Oui, de la place de la République. Il va dire ces mots phénoménaux « Je vous ai compris ». Il ne pompe rien en réalité, mais il reprend surtout des paroles du grand général de Gaulle, à qui il n'arrive pas à la cheville. Et là, quelle est l'erreur de Jacques Chirac ce jour-là ? Excusez-moi François, oui, mais je vous ai compris, ça s'est pas très bien terminé, hein, pour ceux qui l'avaient compris. L'histoire est toute simple. L'histoire est toute simple. Ça risque de finir pareil. Le jour où Jacques Chirac a été élu, il se devait de faire quelque part un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire qu'avec les 82% qu'il avait au second tour, il aurait dû dire et faire inviter des gens au Parti Socialiste, chez les sociodémocrates, chez les Rocariens par exemple, ou Manuel Valls aujourd'hui, avec qui il aurait pu constituer un gouvernement de progrès et aller de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes dans la position inverse. Manuel Macron, qui était avec les socialistes et François Hollande, est élu. Et là, aujourd'hui, lui, d'après moi, va avoir la sagesse et l'intelligence de dire, bon, il y a deux gauches, il y a deux droites. Il y a deux gauches. Au Parti Socialiste, il y a ceux qui vont rejoindre Mélenchon. Tristement pour eux. Il y a ceux au Parti Socialiste qui ont compris, oui, il faut aller vers la social-démocratie. Il faut mieux aller vers la social-démocratie. Il y a tous les centristes, de M. Lagarde à M. Bayrou, et là, on en vient au problème. Chez les Républicains, alors M. Barouin s'est ridiculisé hier soir, en sortant déjà le carton rouge pour tous ceux qui iraient mettre leurs pattes dans un gouvernement avec M. Macron, sauf qu'il a oublié. Il a oublié le petit jeune François que, lorsque Nicolas Sarkozy a été élu, il a invité Fadela Amara, Bernard Kouchner, M. Bockel, qui venaient de la gauche. Mon Dieu, Jean-Pierre Jouyet. Était-il pestiféré ? Non, pas du tout. Ma conclusion, elle est toute simple. C'est un fait historique. Il y a à droite des hommes et des femmes de progrès, il y a à gauche des hommes et des femmes de progrès qui ne se font pas dans les frocs. Il est temps que ceux qui ont envie de faire passent devant. Les autres, ils ne sont plus dans le vent. Et je voudrais dire à ceux qui sont au Parti Socialiste et qui nous parlent de Jaurès tous les jours, écoutez, révisez, il y a un moment que Jaurès ne parle plus. Et à ceux qui sont à droite et qui nous parlent du général de Gaulle, osez inventer une autre politique sans toujours parler du grand général, car le grand général, il dort et il n'a pas besoin de vous. Si on n'est pas capable aujourd'hui d'inventer une politique pour combler le problème du déficit budgétaire des 2000 milliards et des 10% de chômage, si notre génération n'est pas capable d'inventer des décisions à mettre en route, eh bien écoutez, c'est à désespérer de tout, mais moi j'y crois. Eh bien écoutez, François, merci beaucoup François Deslandes. Frédéric Sinclair, je vous voyais en train de bouger pour répondre à François. Oui, il y a énormément de points importants qui ont été mis sur la table. Premièrement, effectivement, c'est très tentant de croire que les bonnes intelligences de droite comme de gauche peuvent s'unir pour gouverner ensemble, sauf que dans le concret, ça marche pas. Ça marche pas. C'est-à-dire qu'en réalité, le gouvernement d'union nationale, c'est allemand, c'est pas français en clair. C'est exactement parce qu'on n'a pas en France, on n'a pas
la tradition du compromis. J'allais dire, ça peut même marcher aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. En France, ça marche assez mal. Ensuite, il y a une deuxième chose qui vient se greffer et qui est fondamentale, c'est-à-dire que générer de la croissance, relancer l'économie, faire diminuer la dette, etc., ça suppose de définir une politique économique. Et il n'y a pas qu'une seule façon d'envisager ça. Chez les économistes, il y a aujourd'hui 2 voies qui se dessinent. Typiquement, il y en a certains qui pensent que il faut rentrer dans la mondialisation un peu plus que ce que l'on a fait aujourd'hui. C'est la voie d'Emmanuel Macron, c'était encore davantage celle de François Fillon. Et donc, utiliser les bienfaits de la mondialisation pour que ça profite à la France. Et il y en a tout un tas d'autres qui pensent que ce n'est pas le cas. Et que non seulement il faut mettre des barrières douanières typiques de l'extrême gauche, de l'extrême droite aujourd'hui, mais sortir de l'Europe, récupérer notre monnaie. Donc, une espèce de néo-keynésianisme qui pourrait profiter également à la France. Donc, sur des questions de fond, les théoriciens même ne sont pas d'accord sur la façon de régénérer de la croissance, de récupérer une forme politique intéressante qui puisse répondre aux défis de la mondialisation, aux défis de l'Europe. La position d'Emmanuel Macron divise à droite comme à gauche sur la question des frontières. Qu'est-ce qu'on fait avec les migrants? Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux menaces terroristes? Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux incertitudes concernant la sécurité? Et donc, ces fractures-là, en réalité, qui semblent avoir disparu au moment où on s'apprête à acquérir le pouvoir, vont réapparaître au moment de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire qu'on a vanté la position d'Emmanuel Macron, et c'est vrai qu'il a réalisé quelque chose d'à peu près exceptionnel dans l'histoire de la Ve République, un président si jeune qui sort de nulle part, enfin un candidat si jeune qui sort à peu près de nulle part, et qui arrive à acquérir le pouvoir en si peu de temps. C'est exceptionnel, sauf qu'il y a une grande différence entre acquérir le pouvoir et l'exercer. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a fait la preuve du fait que c'était un candidat habile, qu'il était capable d'obtenir le pouvoir, de séduire, de faire de la communication. Ce ne sont pas les meilleurs communicants qui font les meilleurs présidents. Il y a une grosse inconnue et ce n'est pas les bonnes intelligences de droite et de gauche réunies qui permettent de faire une politique habile. Il y a des vraies questions de fond qui ne sont pas traitées et qu'il va avoir à traiter. Guillaume Bernard, qu'est-ce que vous voulez répondre à François Deslandes? Alors, il me semble qu'il y a beaucoup de choses à mon avis. Cela dit, il prend peut-être pas suffisamment en considération le fait que, certes, effectivement, le Parti socialiste a été écrasé entre Mélenchon et Macron au premier tour. Certes, LR est écartelé, je dirais, entre effectivement ceux qui Wauquiez-Barouin. Exactement, Wauquiez-Barouin, et donc, je dirais, il est évident que LR cherche à essayer de maintenir sa cohésion pour essayer d'être toujours présent et d'exister lors des législatives. Et donc par conséquent, à partir du moment où on est à peu près tous quand même d'accord sur le fait que Emmanuel Macron a gagné, évidemment, mais qu'il n'a pas véritablement gagné en tant que, je dirais, sur une ligne politique, mais plus effectivement par la contre-performance de Marine Le Pen, et bien donc par conséquent, il va y avoir sans doute le maintien, je dirais, ou la survivance des partis politiques traditionnels de la Ve République avec les élections législatives. Et c'est à la fin des élections législatives qu'on verra si oui ou non LR explose, si le PS est écrasé. Et par conséquent, je pense qu'il va y avoir quand même des ressorts de la part des électeurs, et en particulier des électeurs LR, qui vont chercher, parce qu'ils considèrent qu'on leur a volé la présidentielle, puisque après la déconfiture, évidemment, de François Hollande, le candidat de droite devait... François Fillon. Oui, mais la déconfiture d'abord de François Hollande, François Fillon, enfin en tout cas le candidat sortant, entre Barouin, Fillon, Hollande. Exactement, mais celui qui sortait de la primaire de la droite ne pouvait pas perdre cette élection, et donc par conséquent on peut penser qu'il y a une partie des électeurs effectivement de LR, une grande partie des électeurs de LR qui vont essayer de maintenir le parti. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir une majorité pour imposer la cohabitation? C'est assez douteux, parce que ce qui va se passer aux législatives, et ça il va falloir l'analyser, ce sont les triangulaires. Et avec énormément de triangulaires, on ne sait pas ce qu'il en sort. On ne sait pas qui aura une majorité, on ne sait pas si le Front National aura 2 députés ou s'il en aura 20 ou 30. On ne sait pas si LR aura la capacité effectivement, je dirais, de maintenir des candidats, et quelle image vont avoir ces candidats. Quand vous avez effectivement un parti politique qui appelle à voter pour Emmanuel Macron tout en disant qu'ensuite ils veulent lui imposer la cohabitation, on se pose des questions, je dirais, sur la cohérence de la ligne. Si LR voulait imposer une cohabitation au président de la République, eh bien c'était plus simple de dire on ne choisit pas ni Macron ni Le Pen. Ils sont coincés quand même, ils sont coincés par le vote Le Pen qui reste aujourd'hui moralement insoutenable, même oui, pour la droite. Sauf qu'il y a 48% des électeurs de François Fillon qui ont voté pour Macron, et puis il y en a 52% qui n'ont pas voté pour Macron. Beaucoup moins que prévu
pour Marine Le Pen 20%, et puis, enfin disons 25%, et puis 25 autres % qui se sont abstenus. Donc ça veut dire que la césure, je dirais à la fois idéologique et psychologique, essentielle, elle passe au sein de la droite, au sein de LR. Est-ce que LR va survivre ? Eh bien en fait on n'en sait rien. Allez, vous restez avec nous pour cette dernière ligne droite du grand référendum jusqu'à 11h. Philippe David pose la question, je le rappelle, législative, êtes-vous prêt à donner une majorité à Macron ? Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, votez surtout sur sudradio.fr puisque c'est le grand référendum, et commentez sur Facebook et Twitter, on lit vos commentaires, et surtout vous restez avec nous, à tout de suite. Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. De retour dans le grand référendum avec Philippe David qui pose la question législative, êtes-vous prêt à donner une majorité à Macron ? Mais je crois que tout de suite on va faire une petite un petit déplacement avec Mickaël Darmon, je l'ai en face de moi avec Mickaël Darmon. Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour. Il se passe des choses du côté de la place de l'Arc de Triomphe, mais il se passe surtout beaucoup de choses dans les coulisses. Oui, c'est vrai qu'on voit le président élu arriver sur les Champs-Élysées, rencontrer donc d'abord un ancien président, Nicolas Sarkozy, qui se tient au milieu comme ça de maintenant des personnalités grâce au protocole. Et puis, bien sûr, il va dans quelques instants d'ailleurs rencontrer et retrouver le président en exercice, François Hollande, qui sort donc à l'instant même donc de sa voiture officielle et qui va retrouver le président élu. Juste une petite parenthèse concernant ce statut que l'on va vivre pendant maintenant 10 jours de président élu en passation de pouvoir. C'est un vide juridique absolu. Il n'y a aucun texte qui encadre, prévoit, contrôle le fait qu'une équipe totalement non habilitée va avoir entre les mains des papiers stratégiques, des documents top secrets qui sont ceux de la passation de pouvoir, qui a commencé en fait dès ce matin en coulisses, puisque il y a aussi derrière la scénographie officielle, bien sûr, il y a la coulisse. Alexis Collère, ancien directeur de cabinet à Bercy d'Emmanuel Macron, va vraisemblablement être le secrétaire général de l'Élysée, est entré en contact avec Jean-Pierre Jouyet, l'actuel donc secrétaire général, pour commencer déjà à mettre sur pied les dossiers, la passation, la manière dont la cérémonie d'investiture va se dérouler, parce que chaque détail, bien évidemment, on le sait, on l'imagine, aura son importance ce jour-là, et donc cette période de transition du président élu, qu'il peut passer dans son QG ou dans des locaux que la République lui met à sa disposition, mais pour l'instant il a plutôt décidé de rester dans son QG. Donc cette période de transition démarre avec également des tractations politiques importantes, des tensions même d'ailleurs, puisqu'on sait qu'il y a la composition du gouvernement, alors qu'à ce moment Emmanuel Macron passe devant Nicolas Sarkozy souriant. En fait, il y a également des tractations politiques justement qui commencent autour de la composition du gouvernement. En privé, les marcheurs, comme on les appelle, s'offusquent des projets ou des volontés ou tentatives des jupéistes de venir rejoindre le premier gouvernement, en disant que voilà, ça n'est pas normal, ce sont des opportunistes et qu'il faut garder une forme de, je dirais, de pureté de l'équipe. Ça, ce ne sont pas leurs mots, ce sont les miens, mais on sent bien qu'il y a beaucoup de pression sur aujourd'hui maintenant le président Macron nouvellement élu pour pouvoir au fond nommer un marcheur à la tête du premier gouvernement et non pas une pièce rapportée qui viendrait donc de la droite en plus. Donc Mickaël Darmon, il y a fort à parier que le ou la futur locataire de l'hôtel Matignon sera un marcheur ou une marcheuse, évidemment. Il y a fort à parier, non, il y a à parier que ça peut éventuellement changer tous les jours. C'est la raison pour laquelle, au fond, subrepticement, on a entendu un Richard Ferrand à la veille du deuxième tour dire, il n'y aura pas de nomination et d'annonce jusqu'à la passation de pouvoir, alors qu'en réalité, avant, il était question que ça soit beaucoup plus tôt. Parce que d'abord, il faut que la situation politique décante, et puis surtout, il faut qu'ils prennent de la décision. On examine actuellement chez En Marche très précisément les résultats de la présidentielle pour pouvoir faire des projections ou tenter d'en faire sur les élections législatives. Et d'ores et déjà, il y a ce sentiment autour de Macron qu'il n'y aura pas de majorité absolue, qu'il y aura une majorité relative et qu'il faudra compléter à ce moment-là avec LR, avec UDI et peut-être des socialistes réformistes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle une partie du groupe des Républicains, ce qu'on appelle les jupéo-centristes, s'apprête à quitter LR une fois que les élections législatives seront terminées. En tout cas, c'est le projet.
Allez, on va filer au standard au 0826 300 300. On a Karim de Tarbes qui attend depuis très longtemps pour nous parler. Donc on remercie Karim d'avoir patienté. Karim, toutes nos excuses, mais vous comprenez que l'actu prime. Bienvenue Karim. Nous vous écoutons. Voilà, j'ai 2 questions puis une remarque. La première remarque, j'ai été surpris par vos intervenants qui attribuent la dette aux aides sociales. J'ai le sentiment que la dette, elle est surtout liée à la dette et au remboursement lui-même de la dette, mais peut-être qu'on reviendra là-dessus. 2 questions. Quand on évoque un système parlementaire, on évoque souvent la perspective de la 4e République qui était, entre guillemets, ingouvernable, même si je suis incapable de le vérifier. Mais pour autant, il y a plein de systèmes parlementaires en Europe ou dans les grandes démocraties, je pense notamment à l'Angleterre ou à l'Espagne ou même à l'Italie. Et est-ce que finalement la perspective d'avoir un président qui n'est pas une majorité au Parlement, est-ce que c'est pas le début de la politique, c'est-à-dire proposition de loi, débat et voire le conflit, parce que la politique fait partie du conflit. Pourquoi systématiquement, quand on parle d'un système parlementaire, on y voit un côté négatif? Donc, pour vous, Karim, je vous coupe, je vous pose une question. Pour vous, on peut parfaitement envisager des majorités, on va dire, élastiques. Bien sûr, en fonction des projets. C'est ça qui fait qu'on débat, on échange et on est capable de créer des alliances ou des majorités sur un projet donné, hein, me semble-t-il. C'est exactement la 4e République. Sans ce sens que je vois pas pourquoi on pourrait pas avoir un président comme Emmanuel Macron et une autre majorité ou une majorité élastique à un moment donné sur un projet donné au niveau du Parlement. Ça me paraît pas ingouvernable outre mesure. C'est ma première question, je vais m'autoriser à 2 si vous êtes d'accord. Bien sûr. Je suis toujours surpris qu'on mette sur le même pied d'égalité ou en termes de valeurs M. Mélenchon et Marine Le Pen. Vos intervenants ont dit extrême gauche et extrême droite. Autant je vois très bien que Marine Le Pen est un parti d'extrême droite dans la mesure où ils reviennent sur le droit à l'avortement, c'est un parti ouvertement xénophobe, c'est un parti qui nie les principes républicains. Autant j'aimerais que vos intervenants me donnent 2 critères qui permettent de déterminer que Mélenchon est le leader d'un parti d'extrême gauche, parce que moi l'extrême gauche je la vois plutôt du côté de Poutou ou du côté de Nathalie Arthaud. Eh bien écoutez, merci beaucoup Karim de Tarbes. Désolé encore pour l'attente, mais l'actu est prioritaire. Alors on va faire réagir nos invités. Guillaume Bernard, première question sur la dette. Karim nous disait que la dette, vous avez dit les invités que la dette c'était dû aux aides sociales. Pas tout à fait. Non, mais c'est pas que la dette sociale, mais en revanche, c'est la dette tout court. Mais il est bien évident que l'essentiel, effectivement, des dépenses publiques aujourd'hui, c'est, je dirais, les prestations sociales, et que donc par conséquent, avec évidemment le problème démographique qui est le non-renouvellement ou le quasiment non-renouvellement des générations, eh bien évidemment, cela pèse de plus en plus, en particulier avec la question des retraites. Mais il est certain qu'il n'y a pas que cela dans la dette. Et puis bien sûr, il y a la charge de la dette, il y a l'intérêt de la dette qui fait que, eh bien, cela conduit, je dirais, à une augmentation de la chose. Mais non, ça, je suis parfaitement d'accord. Mais enfin, l'essentiel, effectivement, de la dette, c'est aussi cela, et ce ne sont pas des dépenses d'infrastructure qui expliquent cette dette. C'est essentiellement des dépenses de fonctionnement, et donc c'est pour ça qu'effectivement cette dette est extrêmement lourde. Il y a d'autres éléments sur lesquels il faut absolument répondre. Je vais vous faire réagir après sur l'autre question de Karim sur la 4e République, mais comme on n'a plus beaucoup de temps, je vais faire réagir Frédéric Sinclair, parce que vous avez fait le parallèle entre extrême gauche et extrême droite. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Karim? Oui, alors je vais définir simplement qu'est-ce que c'est qu'une extrême gauche et pourquoi Jean-Luc Mélenchon est typiquement un homme d'extrême gauche. Parce que son rapport au capitalisme est un anticapitalisme, c'est-à-dire que ce qui fonde l'extrême gauche au 19e siècle, c'est une position anticapitaliste. Poutou, Arthaud sont dans cette position-là. Jean-Luc Mélenchon y est aussi. Il est dans une position de lutte des classes. C'est-à-dire que toute la gauche socialiste au sens large, depuis Jaurès, a abandonné le principe de la lutte des classes. Jean-Luc Mélenchon le réactive, et ensuite il est dans une position de destruction de la 5e République, c'est-à-dire que le tout début de son programme présidentiel... C'était la 6e République. Bah oui, ça consiste à dire « je fonde une assemblée constituante », écoutez bien, c'est ces termes, qui va décider d'une nouvelle constitution, et moi je rentre chez moi. C'est ça qu'il dit. Moi je rentre chez moi, c'est dans son programme en toutes lettres, Karim pourra vérifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit « je vais me faire élire pour ne pas présider ».
Alors, Karim a parlé d'un autre point, et je sais, Guillaume Bernard, que ça vous gratouillait d'en parler, ou que ça vous chatouillait, comme disait le bon Dr Nock. La 4e République, c'est le retour à la 4e qu'on risque de vivre avec les législatives? Eh bien oui, je pense qu'effectivement ce que Michael Darmon a évoqué, c'est absolument essentiel, c'est-à-dire la question de la délimitation de la grande coalition macroniste ou macronienne. Jusqu'où va-t-il aller sans déplaire trop, effectivement, à ceux qui l'ont soutenu depuis le début, et sans déplaire trop à ses électeurs. Il est bien évident que l'objectif, c'est d'avoir des ralliés de LR et des ralliés du Parti socialiste pour pouvoir détruire ces partis politiques, pour qu'ils soient incohérents et inaudibles lors des législatives, pour essayer d'avoir une majorité parlementaire. Bon, donc ça, c'est un élément absolument essentiel. Et par ailleurs, évidemment, on est aujourd'hui avec vraisemblablement de nombreuses triangulaires qui vont faire que une majorité parlementaire ne sera que des majorités de coalition. Ce qui pose un problème du point de vue des institutions, parce qu'encore une fois, le gouvernement, certes on est dans un régime parlementaire, mais un régime dans lequel la légitimité du gouvernement vient de sa nomination par le président de la République. Et la confiance est présumée. Le Parlement peut renverser le gouvernement, mais le gouvernement est par principe légitime. Et donc c'est cette adéquation-là qui va être difficile. Et oui, on est potentiellement dans une situation de 4e République quand on regarde les scores du premier tour de la présidentielle. Lorsque l'on voit l'abstention au second tour de la présidentielle, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une majorité de gens qui sont contre les partis, disons, qui soutiennent le régime, et que donc par conséquent, on est d'une certaine manière en 1956. C'est-à-dire que il y a des opposants au régime qui ne sont pas capables qui ne sont pas capables de gouverner ensemble, mais qui sont dans l'opinion publique pour des raisons différentes, je dirais d'une certaine manière majoritaire. Un tout petit élément, et c'est promis, je termine là-dessus, honnêtement, continuer à dire que le Front National est un parti xénophobe et anti-républicain, franchement, c'est ne rien comprendre aux raisons qui ont fait que il y a 10,5 millions de gens qui ont voté pour Marine Le Pen. C'est une contre-performance pour elle, mais il n'y a pas 10,5 millions de gens qui sont anti-républicains dans ce pays. Honnêtement, si on reste sur ce logiciel-là, là pour le coup, c'est ne pas comprendre la tectonique des plaques et la transformation du paysage politique français. Frédéric Sinclair, 4e République. Oui, alors juste, je rebondis avant de répondre à la 4e République, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait vrai, et surtout le déni de républicanisme qui est fait à Marine Le Pen est intenable. La res publica, la chose commune, appartient à vrai dire aujourd'hui à l'ensemble des partis politiques. Donc on ne peut pas faire ce procès-là à qui que ce soit. Sur la 4e République, je pense qu'effectivement on risque une instabilité ministérielle. On la risque d'autant plus que Emmanuel Macron veut réintroduire une dose de proportionnelle. Alors ça sera pas... Ce sera pendant 5 ans. Exactement. Mais sauf s'il y a dissolution avant. Exactement. Sauf s'il y a dissolution. Et voilà. Ce qui risque d'arriver, parce que moi je ne suis pas inquiet sur sa capacité à acquérir globalement une majorité ou des alliances qui lui permettront de gouverner. Ce que je suis inquiet sur le fait de conserver ces alliances-là. C'est-à-dire, je pense que la dégradation de sa popularité, l'incapacité à mettre en place son programme va peu à peu conduire à un effritement de cette pseudo-majorité. Et là, les problèmes arrivent. Exactement. Merci beaucoup Frédéric Sinclair, auteur de La refondation de la droite, publié chez Salvatore. Merci beaucoup Guillaume Bernard, auteur de l'essai La guerre à droite aura bien lieu, publié chez Deslett Brouwer. Verdict, ma chère Clément.